Les images que vous observez actuellement captent ce moment où la vie d'une famille bascule dans l'horreur. John, Allison et Lauren apprennent une terrible nouvelle à ce moment-là. Le corps sans vie d'une jeune femme vient d'être retrouvé sur le campus universitaire à 20 mètres du sentier principal. Ils n'ont pas encore l'identité de cette fameuse jeune femme, mais ils font le rapprochement avec Laken, l'une des filles de la famille, qui ne donne plus aucune nouvelle depuis qu'elle est partie courir le matin même. Ces images-là vont être les premières d'une longue série qui va permettre de connaître la terrible vérité sur ce qui est arrivé à Laken Hope Riley le 22 février 2024. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, je suis ravi de vous retrouver, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à mentionner sur cette affaire qui est une affaire récente, une affaire résolue puisque le procès vient d'avoir lieu. Vous m'avez mentionné que ce soit sur Instagram ou par commentaire. Je ne connaissais pas cette affaire, donc merci pour les mentions. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'encore une fois, vous allez voir que les images de vidéosurveillance, notamment du campus universitaire, ont grandement permis de résoudre cette affaire. C'est parti. Laken Hope Riley est né le 10 janvier 2002 à Marietta en Géorgie, de Jason et Allison, ses parents. Des parents qui divorceront au début de son adolescence, sa mère se remariant avec John Phillips. Elle a 2 sœurs et un frère. En 2020, Laken obtient un diplôme à River Ridge High School à Woodstock, en Géorgie, un lycée dans lequel elle était membre de l'équipe de cross-country. Parce que c'est une sportive, Laken. C'est au début de son lycée, précisément, qu'elle commence à se mettre à l'athlétisme, à courir. C'est même devenu une vraie passion. Après le lycée, elle fréquente l'université de Géorgie avant de suivre des études en soins infirmiers à l'université Augusta à Athens, une ville située aussi en Géorgie. Son objectif professionnel, c'est de devenir infirmière. En 2024, Laken est donc une jeune femme de 22 ans épanouie. Elle suit la voie qu'elle a toujours voulu suivre. Elle est croyante, elle fait du sport, ses journées sont plutôt bien rythmées, bien organisées. Elle part courir souvent le matin. Elle enchaîne avec ses cours, passe du temps avec ses 2 colocataires qui sont devenus de vrais amis. Elles aussi étudiantes, Lily Steiner et Sophia Magana. Elle mène la vie normale d'une étudiante américaine. Côté cœur, Laken n'a pas vraiment de petite amie officielle, mais elle sait au fond d'elle qu'elle veut aimer profondément. D'ailleurs, elle imagine souvent son futur mari lorsqu'elle écrit dans son journal intime, comme c'est le cas en décembre 2023. À mon futur mari, je veux que tu saches que je pense à toi. Je travaille tous les jours pour devenir la meilleure épouse possible en travaillant sur mes relations actuelles, pour me préparer au mieux pour notre avenir et celui de nos enfants. J'ai hâte de t'aimer de la meilleure façon que je connaisse pour le reste de nos vies. Je prie pour que tu connaisses et ressentes l'importance de mon amour et de mes espoirs pour notre relation, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. La veille du drame, Allison Phillips, la mère de Laken, partage sur son compte Facebook plusieurs photos d'un voyage qu'elle a fait avec John, son mari, et Lauren, la sœur de Laken. Ils apparaissent tous les 3, tout sourire, mais en postant ce message, évidemment, Allison est loin de s'imaginer ce qui va arriver le lendemain. Nous avons passé un super moment avec des amis géniaux pour fêter l'anniversaire de Brenda à Crested Butte. Massage, ski, bonne bouffe et des vues magnifiques. Il ne manquait que Laken. C'est le 22 février 2024. La vie de la famille Riley Phillips bascule. Ce matin-là, Laken décide, comme quasiment tous les jours, d'aller courir. Et ce jour-là, elle prend encore une fois toutes les précautions nécessaires. Elle fait tout ce que les gens recommandent à une femme qui court seule. Malheureusement, vous le savez, on est obligé d'en arriver là. Elle dit à ses amis, à ses colocataires où elle va. Elle active son système de localisation sur son téléphone. Elle s'assure de courir sur un sentier fréquenté par d'autres personnes. À 8h55, juste avant de partir, elle envoie un texto à sa mère disant ceci. « Bonjour, je vais aller courir si tu es libre pour discuter. » Elle avait en fait l'habitude de parler à sa mère au téléphone quand elle courait, c'était fréquent. Juste après ça, elle essaie ce coup-ci d'appeler Allison, sa mère, à 9h03.
mais cette dernière ne répond pas. À partir de là, sa famille n'aura plus de ses nouvelles. C'est sa mère qui s'inquiète en premier, à 9h24. Allison rappelle donc sa fille, mais elle ne répond pas. Elle lui renvoie un SMS à 9h37. Elle la rappelle sans succès à 9h51. À 9h58, Allison renvoie un SMS encore une fois à sa fille. Tu me rends nerveuse de ne pas répondre pendant que tu cours. Ça va? Elle la rappelle 3 fois après ce message, à 11h04, 11h12 et 11h15. Ensuite, c'est Lorraine, l'une des sœurs de Laken, qui l'appelle à 11h19. 11h47, nouveau SMS. La mère de Laken envoie ce message à sa fille. S'il te plaît, appelle-moi, je suis très inquiète pour toi. Elle rappelle encore une fois à 12h07 avant que ce ne soit John, le beau-père de Laken, qui essaie à son tour à 12h20, mais lui aussi sans succès. Tout ça, vous le voyez, montre que l'angoisse est présente très rapidement dans la famille, parce que ça ne ressemble pas à Laken de ne pas répondre, vraiment. Ce que ne sait pas la famille, c'est que Laken en fait a activé ce matin-là, à 9h11, la fonction d'urgence sur son iPhone pour appeler le 911. Un appel qui va durer, vous allez l'entendre, 1 minute et 08 secondes. L'opératrice, au bout du fil, va relancer plusieurs fois, mais personne ne parle. La seule chose que l'on discerne brièvement, à un moment donné, c'est une voix d'homme. Écoutez. Clark County 911. Hello, this is Clark County 911. Hello, Clark County 911. Can anyone hear me? Clark County 911. L'opératrice essaiera de rappeler le numéro de Laken, mais sans succès. Les deux colocataires vont elles aussi s'inquiéter, d'autant plus qu'elles ont, souvenez-vous, la géolocalisation partagée de leur ami. Et elles se sont aperçues, elles se sont rendues compte, là, en regardant la localisation, que la position de Laken est la même depuis plusieurs minutes. Elle ne bouge pas. En tout cas, son téléphone portable ne bouge plus. C'est bizarre pour une jeune femme qui court. Elles vont donc faire à pied le parcours que Laken devait emprunter. À 12h05, elle signale la disparition à la police du campus, qui fera une macabre découverte. À 12h38, le corps de Laken Riley est retrouvé dans une zone boisée près du lac Erie, partiellement recouvert de feuilles, à 20 mètres du sentier principal. Elle a été assassinée, ça ne fait aucun doute. La ceinture de son collant de course est tirée vers le bas et sa veste, sa chemise et son soutien-gorge de sport sont relevés, ce qui prouve que ses vêtements ont été déplacés par une tentative d'agression sexuelle, qui n'est pas allée jusqu'au bout. Les données de sa montre connectée qu'elle a eue comme cadeau de Noël quelques semaines plus tôt montrent que son cœur s'est arrêté à 9h28. Elle présente des blessures sur plusieurs zones, la tête, le cou, le torse et les membres. La médecin légiste identifiera 8 coupures sur sa tête, dont l'une a provoqué une fracture du crâne. Selon l'autopsie, les blessures, je cite, pourraient être dues à une pierre. Et d'ailleurs, l'ADN de Laken est retrouvé sur 2 pierres sur les lieux du crime, confirmant donc l'arme du crime. La médecin légiste explique que Laken s'est défendu parce qu'un ADN est retrouvé sous ses ongles. L'ADN sera analysé et apportera plus tard des confirmations. Pas d'autres indices, mis à part une empreinte digitale n'appartenant pas à Laken sur l'écran de son téléphone portable qu'on retrouve à proximité de son corps.
La police du campus sécurise la zone, la scène de crime, mais au même moment, comme on l'a vu au début de la vidéo, la mère, le beau-père et la sœur de Laken arrivent en catastrophe, en voiture. Je rappelle que depuis le matin, ils essaient de la joindre, plusieurs fois. Et c'est là qu'ils apprennent en direct la terrible nouvelle. Un corps vient d'être retrouvé, c'est celui d'une jeune femme. Et même si personne n'a la confirmation de l'identité, les proches comprennent immédiatement qu'il s'agit de Laken et s'effondrent. L'enquête commence alors en se focalisant sur la matinée de la jeune femme. On veut connaître ses moindres mouvements. Avec les éléments, les témoignages que l'on a, on est capable de recouper ses faits et gestes et de reconstituer surtout, c'est important, son parcours. Un parcours capté par la vidéosurveillance du campus. On sait donc qu'elle quitte sa maison vers 8h55, après, souvenez-vous, avoir envoyé un texto à sa mère. Elle est enregistrée d'ailleurs par la caméra sonnette de sa maison. Elle est en tenue de sport. Ensuite, on sait qu'elle essaie de rappeler Allison au début de son footing à 9h03. Et après ça, en fait, elle met de la musique dans ses écouteurs. Encore une fois, comme on le sait, regardez, elle est filmée en train de courir sur le sentier qui prolonge Milledge Avenue. Il est 9h05. C'est le début de son footing. Elle tient son iPhone dans la main gauche. Elle passe devant un arrêt de bus et s'éloigne en direction du sud et du lac. Elle finit par sortir du champ de la caméra. Le prochain mouvement intéressant que l'on notera est à 11h36. Regardez ces deux jeunes femmes avec le chien. Eh bien, c'est Sophia Magana et Lily Steiner, les colocataires et amis de Laken, qui partent donc à sa recherche. Elles savent encore une fois vers où elles doivent se rendre, puisque, je vous le rappelle, elles la géolocalisent. Mais en fait, rapidement, leurs recherches vont s'arrêter, parce qu'elles vont trouver, un peu plus loin sur le parcours, les écouteurs de Laken, par terre. Là, elles savent qu'il faut absolument prévenir la police. On les voit d'ailleurs revenir sur leurs pas vers 11h55. Et on sait donc qu'elle passe ce coup de téléphone à 12h05 et que le corps de Laken est retrouvé une demi-heure plus tard. Les policiers donc mènent l'enquête sur le campus. Ils essaient de trouver des témoins, mais honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au tout départ, ils n'ont rien. Pourtant, deux choses vont rapidement accélérer cette enquête. Un témoignage et une découverte. Commençons par le témoignage. Le témoignage, c'est celui d'une étudiante qui vit sur le campus et qui raconte aux policiers que ce matin-là, elle a vécu une expérience pour le moins étrange et traumatisante. Quelqu'un a essayé d'entrer dans son appartement alors qu'elle était sous la douche. Elle explique aux enquêteurs avoir tenté de regarder à travers sa porte et a vu une silhouette d'homme portant des vêtements sombres et une capuche sur la tête. Peut-être même une casquette sous la capuche, c'est ce qu'elle raconte. Et quand elle s'est mise à regarder par le trou de la serrure, elle l'a vu en train de s'éloigner, mais en fait, il s'est éloigné et il est revenu à plusieurs reprises. Et tout ça en l'espace de quelques secondes. Elle explique aux enquêteurs que clairement, il avait l'intention de rentrer. Il était là, il rôdait. Elle apporte des précisions, elle donne un créneau horaire, c'était entre 7h30 et 8h. Et j'habite à environ 300 mètres du lieu du crime. Les policiers checkent alors les images de vidéosurveillance et effectivement, on tombe sur cet homme aux vêtements sombres, errant pendant plus de 2 heures, puisqu'il est enregistré très tôt le matin, cherchant, semble-t-il, à faire quelque chose.
Et effectivement, regardez, à un moment donné, il essaie de rentrer dans l'appartement de cette jeune femme. Il y a de fortes chances pour que cet individu soit le meurtrier. On a affaire ici clairement à un homme en chasse. Le deuxième élément important va venir des fouilles sur le campus. Les enquêteurs cherchent des preuves, alors ils fouillent toutes les poubelles du campus, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Jusqu'à trouver dans une poubelle de recyclage bleue, située sur un parking d'un complexe d'appartements à 500 mètres de la scène de crime, une veste à capuche sombre, ressemblant comme deux gouttes d'eau à celle vue sur ces images. En plus de ça, la veste est tachée de sang et comporte des mèches de longs cheveux noirs accrochés à un bouton. Juste à côté de la poubelle, les enquêteurs retrouvent dans un buisson des gants de cuisine jetables noirs dont l'un a un trou au bout du pouce. Et souvenez-vous, sur le téléphone de Laken, on retrouve l'empreinte digitale d'un pouce qui n'est pas celui de Laken. Le sang est analysé et c'est le sang de Laken qu'on retrouve sur la veste à capuche. Il faut absolument retrouver l'identité de la personne qui a jeté cette veste. Alors les enquêteurs commencent à regarder autour d'eux, dans cette zone du campus, et s'aperçoivent que près de la poubelle, il y a un bâtiment, le bâtiment B32, qui possède une caméra haute, qu'on appelle les caméras de sonnette. Et cette caméra est orientée pile vers la poubelle. En visionnant les images, on va forcément voir qui a déposé la veste. Il est 9h44 ce matin du 22 février, soit 15 minutes après que le cœur de la jeune Laken Riley se soit éteint. Et voici ce qu'il découvre. Un homme portant une casquette Adidas noire jetant sa veste dans la poubelle. Sans aucun doute, l'homme là, c'est le meurtrier. Sa démarche, sa corpulence ressemble en plus de ça aux images du matin, celles où l'on voit un homme tenter de rentrer dans l'appartement de l'étudiante qui a témoigné. C'est lui qui nous intéresse désormais. Mais qui est cet homme? Qui est-il? Le lendemain, le vendredi matin, alors que les policiers patrouillent toujours sur le campus, ils croisent la route d'un jeune homme qui porte, figurez-vous, la même casquette vue la veille sur les images de vidéosurveillance. Les policiers l'arrêtent au bord de la route, ils lui posent quelques questions sur son identité. Ce jeune homme vient du Venezuela, il parle espagnol donc, c'est pas forcément simple pour la discussion, mais ils comprennent qu'il s'appelle Diego Ibarra. Il est employé par le personnel des services de restauration de l'Université de Géorgie. Le problème, c'est qu'il présente aux policiers une carte verte contrefaite. Cette carte de résident permanent aux États-Unis qui permet aux citoyens non américains de s'installer et de travailler légalement dans le pays sans avoir besoin de visa. On se rend compte que ce Diego n'est pas très clair. Et c'est loin d'être un enfant de cœur. Il est rentré en fait illégalement dans le pays pour la première fois le 3 avril 2023 et aurait été immédiatement renvoyé au Mexique, selon les documents judiciaires que les enquêteurs se procurent. Mais 27 jours plus tard, il tente une nouvelle fois de revenir et là il se bat avec la police des frontières, frappant violemment un agent. Il ferait même partie d'un gang au Venezuela. C'est ce qu'on suppose en voyant la couronne à 5 branches tatouée sur le côté gauche de son cou et l'étoile à 5 branches sur le côté droit. Un profil très inquiétant donc. Mais ce qui intéresse les policiers, c'est la casquette qu'il porte sur la tête. Parce qu'en la regardant de plus près, il y a du sang sur cette casquette. Du sang qui sera analysé plus tard comme celui de Laken Riley. Alors les policiers demandent à ce Diego Ibarra de les conduire là où il habite sur le campus. Des policiers parlant espagnol vont les rejoindre, ils vont en avoir besoin parce que 5 résidents en tout vivent dans l'appartement D126 de cette résidence universitaire. En plus de Diego, il y a ses 2 frères cadets, José Antonio Ibarra, qui se fait aussi appeler Victor, et Argenis Ibarra.
Les deux autres colocataires sont Rosbeli Flores Bello et Carlos Diaz Hernandez. Eux aussi vont être interrogés comme simples témoins, mais vous allez voir que l'un des témoignages sera essentiel à l'enquête. Si les soupçons se portent sur Diego, parce que c'est lui qui a la casquette sur la tête, c'est José Ibarra, l'un de ses deux frères, qui va capter l'attention des enquêteurs. Quand ils arrivent dans l'appartement, ce José Ibarra est en train de dormir. Alors, il le réveille, tout ça enregistré par la caméra embarquée d'un policier. Il porte un short rouge et un t-shirt à motif rouge. En l'interrogeant, on s'aperçoit qu'il a plusieurs égratignures sur le corps, des égratignures importantes, sur la nuque, sur le biceps droit, sur son bras gauche. Sur l'avant-bras, il a une égratignure qui ressemble fortement à une trace d'ongle. Il a aussi une perforation sur le poignet gauche et une égratignure. Interrogé sur la raison de toutes ces rougeurs et égratignures, lui, José Ibarra explique que c'est à cause du froid. L'appartement est fouillé. Aucun autre vêtement contenant du sang ne sera trouvé dans cet appartement, mais on comprendra pourquoi par la suite. Par contre, on trouve des éléments plus que troublants. 3 autres gants de cuisine jetables noirs, les mêmes que ceux qu'on a retrouvés dans les buissons, ainsi que 2 téléphones portables appartenant à José Ibarra. Les données d'un des 2 téléphones portables de José Ibarra vont montrer qu'il prenait de nombreux selfies de lui, et que le jour où Laken a été tué, il en a pris un tôt ce matin-là. Et ce cliché, il l'a publié sur Snapchat. Regardez, sur cette photo, il porte la fameuse casquette noire Adidas. Et il y a aussi une photo avec sa capuche. C'est exactement les mêmes vêtements. Ça colle totalement. C'est lui, donc, qui portait la fameuse casquette le jour du meurtre. Une casquette qui appartient à son frère Diego. En plus de ça, un témoignage confirme le fait que les frères s'échangeaient régulièrement les affaires. C'est celui de Rosbeli Flores Bello, la colocataire, qui a expliqué aux enquêteurs que les 2 hommes partageaient fréquemment les vêtements. En plus de ça, quand on lui montre les images de vidéosurveillance, elle confirme que l'homme vu sur ces images-là, c'est José. Elle déclare également qu'elle l'a déjà vu porter à de nombreuses reprises la fameuse veste à capuche sombre et qu'elle trouvait ça bizarre qu'il l'ait jetée. D'autres images de vidéosurveillance viennent conforter tout ça. Des images provenant des bâtiments adjacents, D125, D124, qui montrent le 22 février à 10h21, soit quasiment 1 heure après la mort de Laken, José Ibarra portant une tenue décontractée, donc plus du tout les mêmes vêtements sombres du début de matinée. Il tient un sac plastique dans la main et se dirige vers une benne à ordures près de leurs appartements. Il jette le sac et revient, les mains vides, chez lui, à 10h24. Qu'y avait-il dans ce fameux sac ? Malheureusement pour l'enquête, la poubelle a été vidée par le service de ramassage des déchets avant que la police ne puisse fouiller la poubelle. Mais on imagine facilement qu'il a jeté d'autres vêtements, des vêtements qu'il portait ce jour-là, des vêtements qui avaient certainement des traces de sang. C'est pour ça en fait qu'on ne retrouve absolument rien chez lui. Et la veille du meurtre, regardez, dans la soirée, on voit José Ibarra portant les mêmes vêtements qu'il portera le lendemain, quand il commettra son crime. L'étau se resserre, il reste plus que les preuves médico-légales. Elles arrivent. L'empreinte digitale retrouvée sur le téléphone de Laken, c'est bien celle de José Ibarra. Il s'agit de son pouce gauche. L'ADN, souvenez-vous, retrouvé sous les ongles de Laken, est bel et bien l'ADN de José Ibarra. Il sera conduit en prison en attendant son procès. Et pendant qu'il est en prison, il reçoit un coup de téléphone qui ne va pas forcément lui remonter le moral parce que lui, il pensait qu'il aurait le soutien de sa femme. Sa femme, c'est Leyline Franco. Elle est restée au Venezuela alors que lui est arrivé en Géorgie. Et durant cette conversation assez tendue,
José Ibarra explique à sa femme qu'il est allé en Géorgie pour essayer de trouver du travail. Il lui rappelle que c'était l'objectif principal. Mais durant cet appel, sa femme se montre très tendue. Elle lui répète à plusieurs reprises qu'est-il arrivé à la fille. Elle ne croit pas en l'innocence de son mari. Lui maintient qu'il est innocent. Elle lui dit que c'est pas possible. Alors il lui répond et lui dit « Écoute, Leiling, ça suffit, arrête. » La dernière chose qu'elle lui dit au téléphone, « Je ne comprends pas comment seul ton ADN soit retrouvé sur la scène de crime. Ça veut forcément dire que c'est toi. » Le procès de José Ibarra, 26 ans, s'est tenu quelques mois plus tard, en novembre 2024. Il est accusé de meurtre avec intention malveillante, de meurtre grave, de causes et blessures, d'agression aggravée, de séquestration, d'enlèvement, d'entrave à un appel au 911 et de dissimulation du décès d'autrui. Il renonce à son droit à un procès avec jury et l'affaire est donc présentée pendant 4 jours dans la salle d'audience qui jouxte le campus. Durant ce procès, José Ibarra porte un casque sur les oreilles pour la traduction espagnole. C'est un procès très compliqué, vous l'imaginez, pour la famille. Alison, la mère de Laken, dira ceci. Ce monstre nous a enlevé toutes nos chances de voir Laken obtenir son diplôme d'infirmière. Il nous a enlevé la possibilité de rencontrer notre futur gendre. Il a détruit nos chances de rencontrer nos petits-enfants et il m'a pris ma meilleure amie. Il nous a emporté tous les beaux souvenirs que nous ne pourrons plus jamais partager avec elle. De son côté, le beau-père de Laken, John Phillips, va déclarer au tribunal que Laken était la meilleure fille, la meilleure sœur, la meilleure petite fille, la meilleure amie, la meilleure personne en général que vous puissiez espérer rencontrer. Je demande à ce tribunal de protéger le monde de cette personne véritablement mauvaise en la condamnant à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, afin qu'il n'ait plus jamais l'occasion de faire ça à quelqu'un d'autre. Une jeune femme prénommée Connolly, qui est une autre amie de Laken, qui avait l'habitude de courir avec elle, dira que depuis ce jour, elle a perdu le sourire et la joie de vivre. J'ai perdu la joie de courir avant que Laken ne nous soit enlevé. Je vis chaque jour avec un sentiment de culpabilité atroce, car je n'ai pas accompagné Laken dans cette course, et c'était elle, et pas moi. J'espère et je prie pour que cela n'arrive plus jamais à personne. Durant ce procès, les procureurs ont affirmé que José Ibarra avait empêché Laken de passer un appel au 911 et que son empreinte digitale donc avait été laissée sur son téléphone. Les données de son téléphone Samsung et les données de la montre Garmin que Laken portait pendant son footing ont montré que les appareils se chevauchaient et étaient à proximité dans la forêt, là où elle a été retrouvée morte. Après 4 jours de procès, José Ibarra est reconnu coupable par un juge de tous les chefs d'accusation, y compris de meurtre avec malveillance et de meurtre avec préméditation. Il est condamné par le juge à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'est la peine maximale possible. Il échappe cependant à la peine de mort. Il faut savoir que ce procès a été très médiatisé, mais surtout très commenté par la classe politique américaine. On était en pleine campagne pour les élections à ce moment-là. Après le verdict, par exemple, Donald Trump a déclaré que son cœur était aux côtés de Laken. Il a expliqué, je cite, qu'il était temps de sécuriser les frontières et d'expulser les criminels, les voyous du pays, afin que rien de tel ne se reproduise. Joe Biden, de son côté, qui était le président du pays à ce moment-là, a aussi parlé de la mort de Laken, en expliquant que cette mort faisait écho au traumatisme de sa propre famille. Sa première femme et sa petite fille à l'époque ont été tuées en 1972 après un accident de voiture. Il explique aussi que son beau-frère est mort d'un cancer du cerveau en 2015. Et après cette affaire, il a fini par exhorter le Congrès à travailler ensemble pour passer un compromis sur la sécurité des frontières.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'est une affaire, encore une fois, très troublante. Il y a plein d'images qui sont disponibles sur YouTube, les images du procès, parce qu'aux États-Unis, vous savez, les procès sont souvent diffusés en direct ou quelques heures après le procès. C'est perturbant parce que vous avez les témoignages des amis, les témoignages des proches, et surtout, vous avez les images du meurtrier. Un gars, somme toute lambda, qui commet l'impensable. Et encore une fois, si on peut donner des mesures de précaution, et pourtant, Laken, on est en plein jour. Hein. On est en plein jour, elle parcourir le matin, il est quoi, 9h, c'est sur le campus, il y a du monde, elle a dû peut-être aller parcourir pendant ne serait-ce 100 mètres un endroit où il n'y avait personne, et ben non, elle est tuée. C'est terrible, elle a pourtant pris toutes les précautions possibles, je l'ai dit dans la vidéo, et moi je trouve ça incroyable, je trouve ça horrible, je trouve ça terrible qu'aujourd'hui, en 2024, on soit obligé de prendre toutes ces précautions. Et honnêtement, j'aimerais pas être une femme aujourd'hui. Alors, c'est pas du tout pour faire peur, c'est pas pour faire du politiquement correct ou je ne sais quoi. Mais honnêtement, n'allez pas courir le soir seul. N'allez pas courir le matin quand il fait nuit. N'allez pas courir dans des endroits isolés. C'est malheureux, mais aujourd'hui, on est obligé, vous êtes obligés, parce que malheureusement, les femmes sont pour la plupart victimes de ça, de prendre toutes les précautions. Faites attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, et j'en discutais encore avec une collègue il n'y a pas très longtemps là, que j'ai croisée, si elle passe par là, je la salue, et elle me disait qu'elle avait fait installer à sa fille une application, notamment quand elle allait se promener avec ses copines, etc. Une application qui existe, hein, gratuite, pour les téléphones, où il y avait juste un bouton sur lequel appuyer, et ça permet de lancer un appel, un SOS, etc. On est obligé de faire ça, vous êtes obligé de faire ça, faites-le s'il vous plaît, faites attention à vous, prenez soin de vous, n'allez jamais courir toute seule, ou alors dans un endroit très fréquenté. Voilà. Si je peux me permettre de donner une recommandation, parce qu'il y a trop d'affaires comme ça, il y a trop d'histoires comme ça, c'est franchement plus possible, vraiment. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, prenez soin de vous s'il vous plaît, et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin.